supputez faire la campagne Vecna au seuil du néant en tant que joueur, hack ou pas, prenez votre action bonus, désengagez-vous de cette vidéo sans vous prendre une attaque d'opportunité de ma part. Tout hasard, allez voir la vidéo sur la crypte du sorcier, hein. On sait jamais, ça pourrait être intéressant. Moi je trouve que oui. Je suis bon prince, je ne ferai pas ma pleureuse sur le nombre de vies. Après tout, on n'est pas aide du game. Les actions bonus apparues avec la 5ème édition permettent d'accéder, une fois par tour, à des actions diverses dépendantes de votre classe, de vos dons ou de je ne sais quoi d'autre. Une petite révolution qui a caractérisé la 5ème édition. Le point positif, une seule par tour, donc des choix à faire. Dans le même tour, vais-je agripper en action bonus un adversaire grâce à mon don de bagarreur des tavernes, ou changer de forme en tant que druide du cercle de la lune? Dilemme. Le point négatif, une seule par tour, donc des oublis. Soit ne pas en faire, et donc gâcher une action dans un jeu d'économie d'action, mauvaise idée. Soit trop en faire, rollback, annoncé par le MJ, on recommence. Oups, désolé, j'y penserai la prochaine fois. Eh bien, c'est exactement pas de ça dont nous allons parler. Parlons plutôt des bonus présents dans le hack de la campagne pas mythique des 50 ans de Donjons et Dragons. En effet, après réécriture, il reste des éléments écartés non utilisés, et je n'aime pas gâcher. Que faire du sceptre des 7 lieux, du chapitre 9 original, le félon au grand jour, des strums mob non utilisés, et d'un méca colossal garé en outre-terre, hein? Et pourquoi pas plus, hein? Eh bien voyons, il est temps de terminer. C'est la fin de cette série de vidéos, et donc de la hack campagne de Vecna au seuil du néant, et accessoirement de cette intro. Les 3 bonus, Cass, Mishka et le trio des enfers. Le félin au grand jour devient un événement bonus. En effet, les PJ ont récupéré le premier fragment dans le chapitre 2. On débasqué Cass dans le chapitre 3, et celui-ci s'est bien fait mater par les 3 mages à la fin de ce chapitre. Le chapitre 9 original n'a donc pas lieu d'être. Depuis, Cass a récupéré les autres fragments, y compris celui impossible, perdu avec la Barovie. Comment? Mystère de l'ellipse narrative. Mais les PJ sont toujours propriétaires du premier. Que va-t-il se passer? Les PJ l'ont gardé? Bien. Cass va donc les attaquer à nouveau. À partir du chapitre 4, sans le soutien des 3 mages et étant low level, ça va être compliqué pour eux. Si, suite à une éventuelle négociation, Cass sait qui est le porteur du fragment, il s'en prendra surtout à lui. Le but? L'éliminer, le mettre à terre pour ensuite transplaner avec et le dépouiller du fragment. Que va devenir le PJ victime? À vous de voir, mais je suis pas fan d'une mort gratuite définitive. Si les PJ ont confié le fragment aux 3 mages, il est au sanctuaire. Cass s'en prendra à Malaina, vengeance, pour mettre la main dessus. Et il a réussi. Il a le fragment, Malaina va devenir un vampire, et Alustriel demande gentiment au PJ d'aller botter le cul en toute gentillesse et retenue, et de le réduire en compote de tomates de ville vampire qu'il est. Bref, pas contente. À la fin, si les PJ sont toujours propriétaires du fragment, fin du triptyque, Cass pourra peut-être retenter et devenir un ressort comique. Aïe caramba, encore raté, je les aurai un jour. Mishka. Si Cass a le fragment, celui-ci compte libérer Mishka. C'est l'événement bonus, la guerre de Pandesmos, qui reprend l'attaque des PJ contre Cass alors qu'il tente de libérer Mishka. Bah, le chapitre 9 original, quoi. Les PJ doivent l'arrêter. Direction Pandesmos, encore. Cass est battu. Les PJ se sont ou ont vengé Alustriel. Mishka restera dans sa prison dimensionnelle, Malaina ne deviendra pas vampire, le maître vampire étant mort, et le triptyque se termine là. Les PJ mettent la main sur le sceptre des 7 lieux avant le chapitre final. Comme c'est pratique. Peut-être que Mishka a été libéré. Peut-être, hein, qui sait, à vous de voir. Cass s'en sort et retrouve Mishka. Ils disparaissent avec le sceptre des 7 lieux et reviendront plus tard. Lors du combat final, ou, avec joie, ils défonceront les PJ en pack-up de Vecna. Team trio de catcheurs dont les PJ seront les punching balls. Le trio infernal. Dernière partie du triptyque, le combat final et le retour du duo Cass-Mishka, qui s'en prendront au PJ avant de vaincre Vecna et de réécrire la réalité à leur convenance. Notez qu'il n'y a qu'une convenance, donc avec Mishka et Cass, il y en a un de trop. Trahison et traîtrise auront lieu. Mais on s'en fout un peu parce que de toute façon les PJ sont morts et puis que c'est la fin de la campagne. Voilà pour le recyclage du chapitre 9 original. Il se fait en 3 parties, ayant lieu progressivement entre le chapitre 3 et le final. À vous de les intercaler correctement dans les moments mous de votre campagne, histoire de redynamiser tout ça. Restent quelques sbires du bestiaire à caler dans Vecna Strike Back. Et si Vecna avait vent via ses sardoniques CI de sbires de l'existence des PJ,
Caché de ces divines pensées par l'échec est le lien tissé entre Vecna et eux lors du chapitre 1. Eh bien, Vecna, ne pouvant les voir, délèguerait et enverrait une escouade de vilains stéroïdés au level des PJ. Mais comment qu'on fait pour connaître le level des mobs? Petite astuce de ADD deuxième édition, les T de point de vie. Voici Emrakul. Bonjour Emrakul. 35 dés de 20. Je ne lis les stats blocs, c'est-à-dire 35 dés de vie. Emrakul est du niveau 35. Vérifions. Le bonus de constitution est de plus 7. Emrakul étant de niveau 35, je fais 35 x 7, je trouve 245. Emrakul a donc 35 dés de 20 plus 245 points de vie parce qu'elle est niveau 35. Oui, j'ai dit elle. Vous ne le saviez pas? Ben voilà. Emrakul, c'est elle. À partir de ça, j'ai fait un tableau en fonction des niveaux supposés des créatures, mais dans le doute, n'oubliez surtout pas. Mettez-en plusieurs. Économie d'action, PJ, tout ça, défoncez-les. Dès que Vecna sait, les PJ sont susceptibles de se faire attaquer par des émissaires de Vecna, voir le tableau, je recycle les stats non utilisés sans vergogne. Voilà, on a tout recyclé. Il reste un dernier point, meublé. Oui, on parle de toi, chapitre 8, le colosse en ruine. Donc, les PJ sont cette fois overlevelés par rapport au scénario. Ajoutons donc l'événement bonus à la rescousse de Shaka. Shaka, navigateur dimonier et analphabète, il permet à son spelljammer de se déplacer en utilisant ses spell slots. Il se fait enlever par des astérocules, aucun jeu de mots, durant le voyage dans le plan astral. Les PJ peuvent s'interposer puis éventuellement lui porter secours. Les astérocules vont l'emmener vers un astéroïde attaqué en surface par des ergs. Des golems s'y défendent et gardent une tombe, celle d'un puissant sorcier, et souhaitent que Shaka résurrecte le dit sorcier. Si les PJ veulent arriver en Eberron, ils devront donc rejoindre la tombe, se frayer un chemin à travers les ergs, puis les golems, et déterminer si oui ou non le dit sorcier doit être relevé. Oui, c'est un scénario de massacre et de découpage de monstres. Bah oui, désolé, ça m'arrive aussi. Voilà pour les événements bonus. Vous pouvez en rajouter aussi, notamment des harengs rouges, mais n'en abusez pas. C'est plutôt frustrant et mal vu par les joueurs. Reste à parler de la fin. Non, nous ne sommes pas dans la conclusion, mais dans la gestion de l'épilogue, la marche vers la cascade des réalités à bord d'un méca colossal. L'épilogue et l'épique, c'est maintenant. C'est la récompense pour les PJ, mais pas de chance, ça ne marche pas avec tous les joueurs. En fait, on fait de la narration, on abandonne les règles, et ça, des fois, ça ne passe pas. Il faudra alors expédier cette partie. Désolé. Puisque, de toute façon, c'est à la fin, les joueurs vont jouer pour la dernière fois leur PJ, ayant atteint le mythique niveau 20. Pourquoi s'arrêter à des G2D dans ces conditions? C'est un peu une cérémonie d'adieu, lâchons-nous. Des fois, on peut être triste de laisser partir un perso. Torquil, bisous. Comment faire? Eh bien, soyez dans la démesure. Vous avez un méca géant pour ça. Un PJ lance une boule de feu. Le méca lancera à la place un mini-soleil, boule de plasma néantissant tout à travers l'expulsion de masse coronale. Le PJ défouraille son épée. Oh. Le méca sortira une lame forgée dans un multivers, dont on peut voir les différentes sphères plans à l'intérieur, celle-ci s'alignant pour émettre un rayon de pure énergie mécano-arcanique. Et pour ça, vous avez bien entendu, inventons des mots. Mélangeons des termes, inspirons-nous du générateur de Charabia de Deepak Chopra. Vous avez des suffixes-préfixes, quantique, magique, mystique, arcanique, mécanique, etc. Abusez-en. Missile magique devient une sphère magico-quantique du 6e ordre. Le méca est alimenté par une dégénérescence arcanique, une singularité arcano-magique. Gunbuster. Et les PJ devront gérer 3 problèmes pour ouvrir la cascade des réalités. Les ombres du mal absolu qui se dressent entre eux et Sigil. Maintenant, ils sont à niveau, et peuvent les exterminer. Facilement qui plus est, il doit y avoir un contraste entre avant, la fuite face à des ombres implacables, et maintenant, le méca massacreur à la Gunbuster. L'énergie. Le méca va arriver à bout de sa singularité arcano-magique à force de zigouiller les ombres via une magie de niveau exponentiel. Comment la recharger? Laisser des dieux se sacrifier? Laisser le méca devenir le héros de AO? Compresser des artefacts légendaires pour en faire des trous noirs topo-vectoriels? À eux, à vous de trouver, mais n'oubliez pas, pensez épique. Trop petit. Le méca colossal n'a toutefois pas la taille nécessaire pour atteindre Sigil. Il va devoir grandir, et maintenant. À la Aquarion, les pilotes doivent rentrer en harmonie entre eux pour que le méca prenne la forme des ailes du soleil. À la Godzilla, la détermination va les faire grandir.
à la France 5. Bozo boss, le bal est puissant, le bal est grand. On m'aurait dit un jour que j'aurais cité France 5 qui plaisait dans une vidéo pour YouTube. Oh putain, waouh. En recyclant le surplus d'énergie infini, par des accidents, je ne sais quoi d'autre, à vous de trouver. En tout cas, il doit grandir. Bref, vous avez compris, voyez grand, utilisez vos séries, animés, films, romans, je ne sais quoi, préférés, restez ouverts à ce que veulent faire les PJ, ajoutez-y seulement du over the top. Abusez-vous. À la fin, Sigil sera tourné. La cascade des réalités ouvertes, et dans un gigantesque hurlement silencieux de pur vide, la Dame des Souffrances effacera de cette réalité ce sombre dieu très ancien, aspect d'un autre AO provenant d'un autre éon ayant plutôt mal tourné. Voilà ce qui débloque la bonne fin. Vecna vaincu, et les PJ débarrassés de leur némésis qu'ils avaient libéré à la fin de la précédente campagne, ou de l'interlude entre le chapitre 1 et 2, si vous ne saviez pas. Le tout dans une co-narration sans la moindre contrainte, les PJ libérés du destin, entité surpuissante garante de ce multivers. Eh ben nous y sommes, j'ai fait le tour de cette campagne. Je vous ai transmis toutes mes réflexions dessus. Pour moi, c'est la fin de ce petit focus sur Vecna au seuil du néant, à parler seul sur un thème de niche. Ah non mais attendez, ça veut dire... Je vais passer à autre chose. J'espère, si vous tentez l'expérience, que vous tenterez la version hackée, et que pour vous, ça sera une aussi bonne expérience que pour moi. N'hésitez pas à me faire des retours d'expérience si ça arrivait. Sérieux, j'y tiens. Voilà, c'est fait. Amusez-vous bien, bonne lecture et à bientôt. Non mais, attendez, vous connaissez Aquarion, hein? Hein, Aquarion? C'est ses 20 ans, hein? Tout le monde connaît Aquarion. Allez, c'est pas possible, non.